Bienvenue dans Parlons Symboles, le podcast qui explore les symboles du monde. Je suis Léa et je suis sémiologue. J'étudie les symboles pour celles et ceux qui souhaitent lire le monde autrement. Ici, je vous partage les points d'appui qui fondent ma sémiologie, les auteurs qui irriguent ma pensée, les récits qui façonnent nos imaginaires et les symboles qui peuplent l'histoire et continuent de parler au présent. Et parce que comprendre est toujours plus riche lorsqu'on dialogue, j'invite aussi des experts et des artisans du sens. Historiens, artistes, chercheurs, pour croiser les regards et ouvrir d'autres portes de lecture. Alors installez-vous, ouvrons les yeux et parlons symboles. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré aux mythes astronomiques. Oui, c'est un sujet qui me fascine. Lever les yeux et regarder le ciel nocturne, ces milliers de points lumineux qui parsèment l'obscurité et qui ont fasciné l'humanité depuis ses origines. Mais au-delà de leur beauté, les étoiles ont servi de toile sur laquelle des civilisations ont projeté leurs histoires les plus profondes, leurs croyances les plus sacrées et leur compréhension du monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous comment différentes cultures à travers le monde ont transformé les étoiles et les constellations en récits mythologiques. Des Pléiades, poursuivies par Orion dans le désert australien, aux 7 bœufs de Labour de la Grande Ourse romaine, en passant par le serpent d'étoiles de la Voie lactée amazonienne, nous allons découvrir ensemble que le ciel nocturne est bien plus qu'un spectacle astronomique, c'est une bibliothèque universelle où chaque culture a écrit ses propres pages. Mais commençons par le commencement, qu'est-ce qu'exactement un mythe astronomique ? Les mythes astronomiques sont des récits qui vont mettre en scène les étoiles et les constellations. Ils vont former une grande part des nombreuses mythologies à travers le monde, que l'on parle de la grecque, de l'indienne, de l'amérindienne, plutôt des Premières Nations, des australiennes ou bien d'autres encore. Ces récits ils peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, les corps célestes sont directement animés, considérés comme des êtres vivants ou des divinités. D'autres fois, un mythe raconte comment un personnage terrestre a été transformé en constellation, et c'est ce qu'on appelle un catastérisme. Pensez par exemple à Orion, le chasseur grec transformé en constellation après sa mort. Mais les mythes astronomiques ne sont pas de simples histoires. Et quand je vous parle de tout ça, je me base sur le livre du Dictionnaire critique de la mythologie, coécrit par Jean-Luc Lequelec et Bernard Sergent. Il nous explique que c'est un langage symbolique qui permet de structurer la compréhension du monde. Dans la Grèce antique, bien qu'il existe une mythologie astrale abondante, il ne reste que peu de données rituelles ou sociales qui correspondent. Le code astronomique s'est perdu. Pourtant, dans les travaux et les jours, Hésiode utilisait encore les étoiles et les constellations pour repérer les moments de l'année agricole qui indiquaient quand semer et quand récolter. En revanche, ce code, il est beaucoup plus perceptible dans des régions comme l'Amérique, où la collecte des mythes au XIXe et au XXe siècle a été synchrone de celle des informations ethnologiques. Donc, les chercheurs ont pu mettre en correspondance les mythes avec les pratiques sociales et rituelles, ce qui nous a révélé un vrai système de pensée. Un des aspects les plus fascinants des mythes astronomiques, c'est que les mêmes constellations peuvent être interprétées de manière radicalement différente selon les cultures. Les étoiles, oui, sont universelles, mais leur lecture est profondément culturelle. Prenons par exemple un exemple révélateur qui vient des peuples de Guyane. Plusieurs groupes ethniques de cette région partagent des mythes similaires parlant d'une épouse séduite par un tapir et de son mari qui a la jambe arrachée, ou encore d'un tapir femelle qui cause la séparation en deux du corps d'un héros. Ces récits sont clairement apparentés, mais là où ça devient intéressant, c'est que les constellations d'Orion, des Hyades et des Pléiades y jouent des rôles différents selon les peuples. Chez les Warao, la jambe correspond à Orion, le corps du mari aux Hyades et le mari lui-même aux Pléiades. Chez un groupe caribe de Guyane, le mari est Orion, le tapir mâle représente les Hyades et l'épouse les Pléiades. Et chez un autre groupe caribe, Orion redevient la jambe, les Hyades représentent le tapir femelle et les Pléiades le corps. Ces variations nous enseignent quelque chose d'important. Pour comprendre l'astronomie mythique d'une culture, il ne faut pas isoler une constellation ou une étoile particulière. C'est l'ensemble du système astronomique qu'il faut considérer dans ses relations internes et ses correspondances avec d'autres domaines. Les étoiles et les constellations servent essentiellement de moyens de repérage saisonniers et calendaires. Mais elles font aussi bien plus. Elles codent des liens sociaux et des classifications du monde naturel.
Par exemple, en Amérique du Sud, chez les peuples quechua, les étoiles, constellations et même les taches sombres dans la Voie lactée sont mises en relation avec les différentes couleurs des oiseaux. La tradition quechua place un animal dans chacune des parties sombres de la Voie lactée. Un serpent représentant les reptiles, un crapaud pour les batraciens, un tinamou pour les oiseaux, un lama avec son petit pour les mammifères herbivores, poursuivi par un renard symbolisant les mammifères carnivores. C'est toute une taxonomie qui vient s'inscrire dans le ciel. Maintenant, parlons un peu de la Voie lactée. La Voie lactée, cette bande lumineuse qui traverse le ciel nocturne comme une rivière d'étoiles, elle a inspiré beaucoup d'interprétations à travers le monde et sa forme sinueuse ainsi que sa présence imposante en ont fait un élément central de nombreuses cosmologies. En Amérique du Sud, par exemple, l'association la plus fréquente avec la Voie lactée est le serpent. Dans certaines régions amazoniennes, la Voie lactée est considérée comme un voile qui recouvre un serpent tout en étant simultanément un fleuve. Et cette double nature illustre la richesse symbolique de cet objet céleste. Les Mozetten y voient également la transformation d'un serpent, tout comme les Aztèques qui l'appelaient le serpent de nuages. Les Amazoniens, adorateurs de Yopari, racontent que le héros Pinon portait la Voie lactée comme une ceinture en forme de serpent d'étoile. Et cette association entre la Voie lactée et le serpent traverse tout le continent sud-américain. En Australie, la Voie lactée prend une signification différente. Elle est souvent la représentation, ou plutôt l'équivalent céleste, de l'objet sacré par excellence dans de nombreuses cultures aborigènes, le Churinga. Ces objets sacrés, généralement des plaques de pierre ou de bois gravés, sont au cœur de pratiques rituelles et leur projection céleste dans la Voie lactée montre l'importance de cette bande lumineuse dans la cosmologie aborigène. Dans certaines régions d'Amérique du Sud, notamment chez les Akawayo et les Bakiyairi, la Voie lactée est identifiée à l'arbre cosmique, cet arbre mythique qui relie les différents niveaux de l'univers. Mais dans le nord-ouest de l'Amazonie, un mythe raconte une origine plus surprenante. La Voie lactée serait le sperme d'un magicien qui a fécondé des femmes se baignant dans la mer. Ce thème d'une substance laiteuse se retrouve de manière beaucoup plus domestiquée dans la mythologie grecque. En effet, le nom même de Voie lactée vient du grec et fait référence au lait. Selon la mythologie, la Voie lactée serait une traînée de lait de la déesse Héra, datant de l'époque où elle allaitait Héraclès. L'histoire raconte que Zeus, voulant conférer l'immortalité à son fils Héraclès, né d'une mortelle, l'aurait fait téter au sein d'Héra endormi. Lorsque la déesse se réveilla et repoussa l'enfant, son lait se répandit dans le ciel, formant la Voie lactée. Plus rarement, la Voie lactée elle est assimilée à d'autres objets. Chez les Bouriates de Sibérie, elle représente les crânes de 7 forgerons, une image beaucoup plus sombre qui reflète peut-être l'importance du travail du métal dans cette culture. Et si je vous emmenais maintenant rencontrer les Pléiades? Alors, petit aparté, si vous ne connaissez pas cette saga littéraire qui s'appelle Les Sept Sœurs, eh bien, je vous conseille de la lire. J'ai passé un très bon moment. Elle se base sur l'histoire des Pléiades dans la mythologie grecque. Les Pléiades constituent l'un des groupes d'étoiles les plus importants dans les mythologies du monde entier. C'est un amas d'étoiles qui est facilement reconnaissable à l'œil nu et qui a captivé l'imagination de pratiquement toutes les cultures qui ont regardé le ciel. Principalement par leur lever héliaque, c'est-à-dire leur première apparition à l'aube après une période d'invisibilité. Elle marque généralement un moment crucial de l'année. En Amérique du Nord, les Pléiades sont souvent conçus comme des enfants, parfois accompagnés de leur mère. Et cette conception se décline en une multitude de récits. Chez certains peuples, ce sont 7 jeunes filles, dont un jeune homme en a enlevé une. Dans d'autres versions, ce sont 7 garçons qui furent soulevés au ciel pendant qu'ils dansaient. Chez les Pohani, les Pléiades représentent une femme et ses frères. Pour les Shoshone, ce sont Coyote et ses filles. Et chez les Nez percés, ce sont 7 frères dont l'un est tombé sur Terre, ce qui explique pourquoi on ne voit généralement que 6 étoiles principales dans les Pléiades. Un mythe pied noir raconte l'histoire de 6 garçons qui harcelaient sans cesse leurs parents pour avoir de belles robes neuves en peau de bison. N'obtenant rien, malgré leurs demandes répétées, ils ont décidé d'émigrer au ciel. Et après avoir obtenu vengeance grâce au soleil, ils sont devenus les Pléiades que nous voyons aujourd'hui. Un mythe Shasta encore plus sombre. Coyote tue Raton Laveur par mégarde et le fait manger à ses enfants. Mais le plus jeune n'a pas été servi et découvre la vérité. Il révèle tout aux enfants de Raton Laveur qui vengent leur père en tuant tous les enfants de Coyote, sauf le dernier, avec qui ils partent au ciel pour devenir les Pléiades. Et maintenant, si je vous emmenais dans la culture maya.
La culture maya par rapport aux Pléiades, eh bien, elle va raconter l'histoire de 400 garçons que leur père a tués parce qu'ils avaient tenté de lui faire subir le même sort. Cette violence extrême, transformée en constellation, montre bien comment les mythes astronomiques peuvent encoder des tensions sociales profondes. Et cette conception des Pléiades comme enfants, éventuellement accompagnés de leur mère, est assez fréquente en Amérique du Nord. Mais curieusement, elle ne se retrouve que rarement en Amérique du Sud. En Australie, les Pléiades prennent une dimension différente. Elles sont généralement considérées comme 7 sœurs talonnées par divers poursuivants. La Lune, considérée comme masculine dans ces cultures, les Gémeaux, la Croix du Sud, Aldébaran, Canopus, l'étoile du matin ou le plus souvent Orion. Il est parfois précisé que le poursuivant a réussi à saisir l'une des sœurs, ce qui explique pourquoi on ne voit que 6 étoiles principales. Et oui, on a toujours une bonne raison d'expliquer la présence ou l'absence d'une étoile dans le ciel. Ce mythe des 7 sœurs était d'une telle importance qu'il faisait l'objet d'une mise en scène rituelle spécialement jouée par des femmes. Dans toute la région comprise entre les monts Warburton en Australie occidentale et le pays Arrernte, ce mythe était représenté lors de la cérémonie accomplie à l'occasion de la première menstruation des jeunes filles. Chez les Antakirning, une vieille femme ménopausée jouait le rôle de Nyuru, la constellation d'Orion, poursuivant les Pléiades. Là, Nyuru capturait l'une d'elles et la violait. Comme cet acte était incestueux, la victime étant la tante maternelle de Nyuru, la fille violée tombait malade et mourait dans le jeu rituel. Ce rituel dramatique liait donc les cycles célestes, les cycles biologiques féminins et les règles sociales fondamentales, comme l'interdiction de l'inceste. Les Pléiades, la Voie lactée, je pense que l'on pourrait aussi aller voir du côté de la Grande Ourse. Encore une constellation extrêmement populaire dans le ciel que quasiment tout le monde connaît. Et c'est normal puisque c'est la constellation la plus facilement reconnaissable de notre hémisphère nord. Ces 7 étoiles principales forment une figure distinctive qui a inspiré beaucoup d'interprétations à travers le monde. En Babylonie, c'était le chariot de la déesse Ninlil. Pour les Grecs anciens, c'était à la fois une ours et un chariot, d'où son double nom. En France, on l'appelle familièrement la grande casserole ou le chariot, tandis que par exemple dans le Languedoc, on parle du char des âmes. En Bretagne, c'est le char des morts de l'Ankou, une figure mythologique qui collectait les âmes des défunts. Dans le Maine, on l'appelle la chartre des rois d'Avis, le char du roi David. Et aux États-Unis, c'est la grande louche. Pour les Romains, ces 7 étoiles étaient les septem triones, les 7 bœufs de labour ou plutôt de battage. Ce nom est d'ailleurs à l'origine de notre mot septentrional, qui signifie du nord, puisque la grande ourse indique le nord. Et voilà, vous repartirez au moins avec cette information. En Inde, ces 7 étoiles sont les 7 rishis, les 7 sages, époux des 7 kritikas, qui ne sont autres que les Pléiades. Cette association entre la Grande Ourse et les Pléiades crée un lien cosmique entre 2 groupes d'étoiles très importants. Et dans le Caucase, ce sont 7 frères. Pour les Tatars de l'Altaï, ce sont les 7 Khanes. Chez les Mongols sibériens, ce sont 7 voleurs ou 7 vieillards, ou encore 7 gardiens. Chez les Caribes d'Amérique du Sud, c'était le canoë d'un homme qui, changé en héron, forme quant à lui une autre constellation. Cette idée d'un canoë céleste, d'ailleurs, elle se retrouve chez les Ojibwa d'Amérique du Nord, selon lesquels un immense canot déployé dans le ciel va d'Orion à la Grande Ourse, qui en est le pagayeur antérieur. On voit ici comment les mythes créent des liens entre différentes constellations, tissant une véritable géographie céleste. L'idée que la Grande Ourse est un chariot se retrouve aussi chez les Arabes, les Hébreux et en Chine, ce qui montre une diffusion remarquable de ce motif à travers le monde, ou peut-être une invention indépendante basée sur la forme similaire de la constellation. Alors on a parlé des Pléiades, on parle souvent d'Orion, le chasseur universel, puisqu'Orion est une autre constellation majeure qui va traverser nombreuses mythologies, et sa position équatoriale la rend visible depuis presque tous les points du globe, ce qui explique pourquoi elle apparaît dans autant de traditions différentes. Dans la mythologie grecque, d'abord, Orion est un chasseur géant transformé en constellation. Cette identité de chasseur, elle se retrouve chez de nombreux peuples. Les Buriates ou les Turcs de l'Altaï voient généralement en Orion un chasseur, et sa flèche elle-même est une constellation. Ce qui rappelle évidemment les traditions indo-européennes et suggère peut-être une origine commune ou des contacts culturels anciens.
En Australie, comme nous l'avons vu avec les Pléiades, Orion joue souvent le rôle du poursuivant, parfois Nyuru chez les Antakirinigi. Cette figure du chasseur ou du poursuivant semble être une constante dans les interprétations d'Orion à travers le monde. Dans les mythes de Guyane que nous avions évoqués plus tôt, Orion peut représenter le mari, la jambe arrachée, ou d'autres éléments selon les versions, montrant comment une même constellation peut être intégrée de multiples façons. Ici, nous avons brossé un panorama de notre ciel, un petit peu de notre hémisphère nord, mais l'hémisphère sud possède aussi ses propres constellations remarquables. Alors forcément, elles nous sont moins familières puisqu'elles sont invisibles depuis nos latitudes nordiques, mais je voudrais vous emmener les voir. D'abord, je voudrais vous parler des nuages de Magellan. Ce sont 2 galaxies naines visibles à l'œil nu, et elles sont le plus souvent interprétées en Australie comme les camps des gens du ciel. Selon les régions, ce peuvent être 2 sœurs, 2 frères, 2 amants ou un vieux couple, dont Achernar, une étoile brillante, elle est le feu. Mais ils peuvent aussi être un oiseau de proie poursuivant les Pléiades, reprenant ce thème de la poursuite, si fréquent dans les mythes australiens. Pour les Karadjeri, les nuages de Magellan représentent les Bagajimbiri, 2 serpents héros culturels ancestraux qui avaient été tués, ressuscités, puis montés au ciel. Les Lunga y voient un poisson, tandis que pour les Kamilaroi, ce sont les esprits des morts. En Amérique du Sud, les Bakairi en font un feu allumé par les héros culturels Keri et Kame, qui relient ainsi cette formation céleste à une mythologie de création. Et alors, évidemment, la croix du Sud, si emblématique pour les navigateurs européens qui l'ont utilisée pour s'orienter dans l'hémisphère sud, elle n'est curieusement pas reconnue sous cette forme, ni en Amérique du Sud, ni en Australie. Mais d'autres étoiles et d'autres constellations méritent d'être mentionnées pour leur importance dans diverses cultures. Chez les Australiens, par exemple, notre étoile Capella est un kangourou, un animal qui joue évidemment un rôle considérable dans les mythes locaux et dans les coutumes alimentaires. Cette association entre une étoile importante et un animal important aussi montre comment nos systèmes mythologiques reflètent les priorités culturelles. Dans la mythologie celtique galloise, la forteresse de la déesse Aingrenod pourrait être une constellation, peut-être la couronne boréale, et la demeure de son frère Gwydion pourrait être la Voie lactée. Dans l'Edda nordique, le doigt de pied gelé du héros Arvandil, jeté au ciel par le dieu Thor, a formé l'étoile Orvandistla, peut-être l'étoile du matin. Et les noms latins de certaines constellations révèlent une mythologie disparue, antérieure à l'influence grecque. Les Vergiliae pour les Pléiades, les Suculae, les Porcelets pour les Hyades, et Canicula, petite chienne, pour Sirius. Ces noms indiquent des traditions apparentées aux traditions grecques, mais distinctes. On y retrouve les bœufs, proches du pôle céleste, tout comme la Grèce, à Botès, le gardien des bœufs. Les porcelets, dont le nom Hyade pourrait venir du mot porc, et Sirius identifié aussi à un chien. En Iran antique, les textes avestiques mentionnent plusieurs étoiles et constellations divinisées. Satavaesa, l'étoile aux 100 vallées, est identifiée à Fomalhaut. Vanante et Vega, Aptaringa, les 7 marques pourraient être la Grande Ourse ou les Pléiades. Les mythes astronomiques ne sont pas limités aux cultures que nous avons explorées en détail. En Afrique subsaharienne, de nombreux peuples possèdent leurs propres traditions astronomiques, même si elles sont souvent moins bien documentées. L'astronomie mythique la plus développée révélée par les recherches modernes est celle des Dogons du Mali, notamment étudiée par l'ethnologue Marcel Griaule et ses continuateurs. Cependant, ce dossier est complexe et controversé car certaines informations semblent avoir été excessivement sollicitées ou influencées par les attentes des chercheurs. En Europe orientale et en Sibérie, plusieurs peuples possèdent des constellations auxquelles sont attachés des mythes. Dans le Kalevala, l'épopée finnoise, l'ours Otso est né sur les épaules d'Otama, la grande ours. Et chez les Kazakhs, la grande ours est une meute de 7 loups poursuivant 2 chevaux, ou bien 7 brigands, tandis que la petite ours est un étalon monté par un cavalier et une écuyère. Les peuples turcs, mongols et Toungous ne paraissent pas avoir eu anciennement une mytho-astronomie très développée, mais l'adoption d'un zodiaque particulier sous l'influence de la Chine aurait pu l'enrichir considérablement. Les mythes astronomiques que j'ai explorés avec vous aujourd'hui révèlent une vérité fondamentale.
l'humanité a toujours cherché à donner du sens au cosmos. De l'Australie à l'Amazonie, de la Grèce antique à la Sibérie, les êtres humains ont levé les yeux vers le ciel et y ont vu des reflets de leurs propres préoccupations, de leur organisation sociale, de leurs croyances les plus profondes. Ces mythes ne sont pas de simples histoires divertissantes. Ils servaient à marquer les saisons, essentielles pour l'agriculture et la survie. Ils codaient aussi les relations sociales et les classifications du monde naturel. Ils pouvaient transmettre des valeurs morales et des interdits, comme nous l'avons vu avec le mythe des 7 sœurs en Australie. Ils reliaient le ciel et la terre, le divin et l'humain, l'éternel et l'éphémère. La grande leçon de cette exploration, c'est peut-être celle-ci, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de lire le ciel. Et les Pléiades peuvent être 7 enfants, 7 sœurs ou 7 sages, Orion un chasseur, une jambe arrachée ou un poursuivant incestueux. La Voie lactée peut être un serpent, du lait ou un arbre cosmique. Chaque culture a créé son propre système, cohérent en lui-même et en correspondance avec ses autres modes de pensée. En perdant nos codes astronomiques, nous, modernes, nous avons peut-être perdu une dimension de notre relation au cosmos. Mais en étudiant ces mythes du monde entier, nous redécouvrons la richesse de l'imagination humaine et la profondeur du lien qui unissait nos ancêtres au ciel. Si cet épisode a éveillé votre curiosité, nous pouvons prolonger la conversation ailleurs. Vous me retrouverez sur Instagram et LinkedIn où je partage des analyses, des récits et des clés de lecture. Vous pouvez aussi découvrir mon travail et mes projets sur mon site caliantus.fr dédié à la sémiologie. Et si vous souhaitez accéder à des enregistrements exclusifs, vous pouvez rejoindre mon Patreon. N'hésitez pas à vous abonner à Parlons Symbole, à laisser un avis ou à partager cet épisode autour de vous. Merci pour votre écoute et souvenez-vous, le monde parle. Encore faut-il apprendre à l'écouter.